L'assiette que nous connaissons figurera bientôt dans les livres d'histoire. L'alimentation de demain se fabrique en ce moment même, au fond des microscopes. Capables de produire plus de viande, plus de lait ou de résister aux maladies, les animaux génétiquement modifiés s'invitent dans nos assiettes. Vous reprendrez bien quelques gènes. Tout commence il y a 12 000 ans, lorsque l'homme domestique l'animal et invente l'élevage. En croisant des animaux, il obtient des races adaptées à ses besoins et à l'environnement, comme la célèbre charolaise. Cette vache est réputée pour sa forte croissance, sa rusticité et sa docilité. Elle fournit une viande peu grasse et de bonne qualité gustative. À force de croisements, l'homme a façonné les animaux au fil des générations pour répondre à ses besoins alimentaires et rendre leur production plus efficace. En d'autres termes, l'homme manipule les gènes depuis longtemps pour augmenter la productivité des animaux. Je pense que l'élevage participe de façon importante à une agriculture durable. Prenons l'exemple des vaches laitières. La production de lait par vache a beaucoup augmenté grâce à une méthode de reproduction sélectionnant les meilleurs animaux. Si nous les avions maintenus au niveau de productivité auquel elles étaient dans les années 50, au lieu des 9 millions de vaches laitières que nous avons actuellement aux États-Unis, nous aurions besoin de 30 millions de vaches. Nous aurions donc considérablement augmenté l'empreinte carbone d'un verre de lait. Dans sa quête d'amélioration des performances de l'élevage, l'homme passe aujourd'hui la vitesse supérieure. De nouvelles techniques, de plus en plus rapides et efficaces à mettre en œuvre, permettent d'aller plus loin dans la manipulation génétique. La technologie avec laquelle nous travaillons est appelée édition du génome. Et il y a différents types d'éditeurs de génome à notre disposition. Celui qui a attiré l'attention des chercheurs est le CRISPR-Cas9, pour lequel toutes sortes d'applications possibles sont envisagées à travers le monde. Elles concernent les animaux, les plantes, les micro-organismes et même potentiellement les êtres humains. Ce sont des ciseaux moléculaires qui coupent l'ADN exactement où vous le voulez. Le recollage est assuré par le mécanisme de réparation de l'ADN qui existe dans les cellules. La raison pour laquelle le CRISPR-Cas9 a attiré l'attention de tout le monde est que c'est un outil extrêmement facile à utiliser, très bon marché, très rapide et très fiable. Depuis 30 ans, les laboratoires du monde entier manipulent le vivant au niveau des gènes. À ce petit jeu-là, les chercheurs chinois se distinguent. Convaincus de l'importance de l'enjeu, ils sont devenus en 4 ans les cadors de la transgénèse animale. Poussés par une stratégie de communication menée par le gouvernement chinois et plus d'1 milliard de dollars investis par des fonds publics et privés. La Chine est un de ces pays où l'on sait qu'on ne pourra continuer à nourrir la population qu'en augmentant l'efficacité de la production alimentaire. Et un des moyens d'obtenir cela, c'est de créer des animaux mieux adaptés à leur environnement et plus performants en termes d'efficacité alimentaire.
Prenons l'exemple des animaux hypermusclés. Un des projets menés en Chine, c'est de créer des animaux 2 fois plus musclés grâce à des mutations du gène de la myostatine. Les Européens se rappelleront sans doute que la vache blanc-bleu belge, une race très populaire de chez eux, est la première vache hypermusclée de l'histoire obtenue par sélection. Les croisements successifs ont abouti à cette vache blanc-bleu, une invention de l'homme. Elle n'a plus de lait et produit uniquement de la viande. On la reconnaît à son hypertrophie musculaire. L'équivalent porcin de cette vache existe dans les laboratoires chinois, car la viande de porc représente les 3/4 de la consommation de viande en Chine. Pour obtenir des porcs musclés, donc plus de viande et plus maigres, les chercheurs agissent au niveau des gènes sur la myostatine, une protéine qui contrôle la croissance musculaire. Ce sont des porcs à viande maigre. Ils vont avoir 4 mois. C'est la même chose que vos bœufs. Outre les avantages, ils présentent plusieurs inconvénients. Par exemple, le fait qu'ils soient très sensibles. Ils sont très lourds et le taux de mortalité durant les accouchements difficiles est très élevé. On les élève dans de petits enclos individuels, car ils sont très sensibles à l'environnement extérieur. À cause de cette masse musculaire, ils se fatiguent très rapidement. Ce sont les mêmes symptômes que pour le bœuf belge. Et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on va réduire un peu leurs muscles. Actuellement, cette masse musculaire est vraiment trop importante. Les premiers essais sont balbutiants. 13 des 32 cochons hypermusclés ont vécu jusqu'à 8 mois. Aujourd'hui, seuls 2 sont encore vivants et un seul en bonne santé. Les truies auront certainement, comme les vaches blanc-bleu, besoin d'une césarienne pour mettre bas, à cause de leur hypertrophie musculaire. De croisement en manipulation au niveau des gènes, l'homme continue à façonner le monde vivant pour mieux répondre à ses propres besoins. Mais cette mainmise sur la nature est-elle sans limite? Ça fait trop longtemps qu'on joue les apprentis sorciers et qu'on prépare les catastrophes de demain. Et encore une fois, pas juste pour nous. Notre responsabilité, elle n'est pas juste envers les humains. Elle est envers toutes ces formes de vie pour lesquelles on crée de plus en plus des conditions catastrophiques. Il est crucial qu'on en soit conscient, qu'on les réfléchisse et qu'on soit capable de réagir. Vous savez, les manipulations génétiques de haute précision que les hommes accomplissent maintenant sont beaucoup plus délicates à conduire que des modifications dans l'alimentation ou l'habitat d'un animal. Et nous allons faire des erreurs. L'homme en a fait beaucoup au fil du temps. Et c'est une des façons d'apprendre. La chose effrayante au sujet des erreurs génétiques, c'est qu'elles se propagent. Les erreurs chimiques ont tendance à se décomposer. Et même les erreurs nucléaires se décomposeront au bout d'un certain temps, mais les erreurs biologiques se développent. Elles se multiplient. Et ce sont là mes préoccupations au sujet de la génétique. Ces inconnus très incertains. Mais après tout,
Les manipulations génétiques créent-elles vraiment un nouveau type d'alimentation que certains nomment Frankenfood? Si ces porcs chinois sont de la Frankenfood, alors c'est également vrai de la vache blanc-bleu belge des Européens. Parce que c'est la même mutation, le même gène, qui crée le même résultat. Donc, non, je pense que c'est un terme inapproprié. Et rappelez-vous, dans Frankenstein, c'est le docteur Frankenstein qui était mauvais, pas le monstre. Le monstre, lui, essayait juste de vivre sa vie et de trouver sa place. Ce n'était pas lui le problème. Je pense que c'est un mauvais terme utilisé pour dénigrer, suggérer qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette nourriture, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Les résistances opposées à l'introduction d'animaux génétiquement modifiés dans la chaîne alimentaire peuvent être surmontées à l'aide d'exemples parlants de bons usages de cette technologie. Aide à l'animal, aide au consommateur, aide à l'agriculteur, et je pense avant tout aux projets visant à améliorer la résistance aux maladies. Pour les chercheurs engagés dans les techniques d'édition du génome, il n'y a pas vraiment de problème posé par ces pratiques. C'est juste une question de communication. La meilleure publicité pour la transgénèse se trouve au Roslin Institute, le laboratoire écossais qui donna naissance à Dolly, la première brebis clonée il y a 20 ans. Les chercheurs y travaillent sur la mise au point d'un poulet résistant à la grippe aviaire. Une solution miracle au problème de la propagation des épidémies dans les élevages et au risque de transmission à l'homme. Avec une maladie qui peut se transmettre à l'homme, à nous, on a un argument particulièrement fort. Et il faut que la communauté scientifique prenne sur elle d'expliquer les projets et de les conduire jusqu'au stade où leur utilité devient claire. C'est là un bon départ, je pense, pour changer l'opinion de la société sur les animaux génétiquement modifiés. Bruce Whitelaw utilise aussi ces techniques pour créer un porc résistant aux maladies. L'une de ces maladies est la fièvre porcine africaine, causée par un virus qui va infecter l'animal et systématiquement le tuer. Très rapidement, en une semaine, l'animal va mourir d'une hémorragie et tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est l'achever. La version du gène que nous avons trouvée chez les porcs africains n'existe pas dans nos porcs d'élevage. Et nous voulons utiliser les nouvelles technologies d'édition du génome pour l'y introduire. Nous ne pouvons pas le faire par croisement traditionnel, car il s'agit d'espèces différentes. La différence entre ces porcs africains et les porcs que l'on voit dans nos fermes est la même qu'entre un être humain et un ouistiti. Cette différence est issue de l'évolution. Et donc nous voulons recourir à cette technologie d'édition du génome pour remplacer le gène de nos animaux de production par celui qui existe chez le phacochère d'Afrique. Les projets que nous menons visent la maladie, l'impact de la maladie. Et effectivement, cela représente un avantage économique pour la ferme, et donc pour le consommateur. Mais c'est aussi bénéfique pour l'animal lui-même. Générer des animaux qui seront à l'abri de cette affreuse maladie qu'est la peste porcine africaine, par exemple, c'est aussi améliorer le bien-être de l'animal. Le Roslin Institute affirme que la consommation de ces porcs et de ces poulets n'aurait aucun impact négatif sur la santé des consommateurs. L'Autorité européenne de sécurité des aliments n'a pas encore définitivement statué sur la question. Les premiers animaux génétiquement modifiés qui finiront dans nos assiettes seront-ils issus de la recherche en Écosse, la patrie de la génétique ? Ou de la Chine, prête à tout pour résoudre son problème démographique. À moins qu'ils ne proviennent des États-Unis, la terre de prédilection de l'agriculture intensive. La transgénèse vient aujourd'hui au secours d'un modèle industriel qui a atteint ses limites.
les chercheurs des laboratoires de l'Université de Californie Davis à Sacramento ont créé 2 vaches sans cornes. C'est la solution qu'ils ont trouvée pour empêcher les vaches, entassées dans les immenses exploitations américaines, de se battre et de se blesser entre elles. Deuxième avantage, les bêtes passent plus facilement la tête dans le corn à 10, ce distributeur de nourriture. Pour faire naître ces 2 veaux sans cornes, les chercheurs ont introduit le gène de la vache à viande Angus, qui n'a pas de cornes, dans le génome de la vache laitière Holstein. Des manipulations génétiques sur des races cousines à l'intérieur de la même espèce. Mais d'autres recherches ont lieu ici, qui repoussent un peu plus loin encore les limites. Il s'agit cette fois de mélanger les gènes d'espèces très différentes. Des gènes humains dans l'ADN de chèvres. À la base, l'intention est louable. Améliorer les propriétés du lait de chèvre afin de répondre aux carences alimentaires des habitants des pays sous-développés. Nous essayons d'améliorer le lait pour la consommation humaine. Et pour cela, nous travaillons avec des animaux laitiers. Nous avons pris la chèvre comme modèle pour des raisons pratiques. Mais tout ce que nous faisons avec la chèvre peut être appliqué à la vache laitière. Si vous prenez le lait de vache ou de chèvre, il est très différent du lait humain. Les protéines de caséine y sont présentes en très grande quantité et les autres protéines en quantité très faible. Chez les humains, c'est exactement le contraire. Dans le lait humain, ce qu'on trouve à un niveau très élevé, ce sont les protéines antimicrobiennes. Il s'agit de protéines qui aident votre corps à combattre les bactéries et permettent aussi à votre tube digestif d'accueillir les bactéries saines dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de transférer ces protéines qui sont chez les humains et faire en sorte qu'elles aient les mêmes niveaux élevés chez les animaux laitiers. L'application directe de cela est que ce lait pourrait aider quelqu'un qui souffre de diarrhée d'origine bactérienne à s'en débarrasser. Autour de nous dans le monde, il y a encore environ 5 millions d'enfants des pays en voie de développement qui sont affectés de diarrhée toutes les 2 ou 3 semaines. Leur tube digestif se détériore. Ils ne parviennent plus à assimiler la nourriture correctement. Dénutris, ils tombent malades plus facilement, ils vont avoir des problèmes de croissance, être mentalement retardés, ou les deux. Et il y en a aussi environ 1 million qui meurent chaque année, tués par une simple diarrhée. Et donc ce lait serait très utile dans le tiers-monde pour aider à prévenir cette maladie infantile ou aider les enfants à en guérir. À ce jour, le lait hyperprotéiné n'a été testé que sur l'alimentation des porcs. Il a été jugé nutritionnellement efficace. Nous avons travaillé au Brésil et nos chèvres transgéniques existent maintenant là-bas. Et nous espérons pouvoir bientôt y tester expérimentalement l'efficacité de ce lait chez les êtres humains. Pour le chercheur, pas question de céder la mainmise sur le projet à l'industrie agroalimentaire. Je ne vois pas pourquoi nous devrions forcément gagner de l'argent avec ça. Ce programme devrait servir un projet humanitaire non lucratif. S'il y a d'autres applications pour ce lait, alors oui, d'accord. Mais quand l'objectif est de sauver des vies d'enfants et d'améliorer leur état nutritionnel, pour moi, ça ne peut être que de l'humanitaire. Et donc, personnellement, je choisirais de livrer les animaux avec toute la génétique aux régions du monde qui en ont besoin.
Mais est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Jusqu'à ce jour, les seuls animaux génétiquement modifiés à avoir été commercialisés étaient le glowfish, un poisson phosphorescent vendu en animalerie à Taïwan, et le cochon nain au Mexique, prisé comme animal de compagnie. Mais le tout premier animal génétiquement modifié destiné à la consommation humaine vient de débarquer dans les assiettes nord-américaines après 25 ans d'attente d'une autorisation de mise sur le marché. Le saumon transgénique s'appelle l'Aquadvantage. La production mondiale actuelle de saumon atlantique est de 1,2 million de tonnes par an, 90% du saumon d'élevage. Pour la société Aquabounty qui le produit, son saumon à croissance rapide réduit considérablement l'impact environnemental de cette consommation de masse. Il grandit plus vite, nécessite 20% de nourriture en moins et aucun antibiotique. Il résiste mieux au froid et peut donc grandir toute l'année. Ce premier animal génétiquement modifié qui peut apparaître dans nos assiettes est un saumon OGM qui a été... En fait, on a pris un œuf de saumon d'Atlantique et on a mis un gène de loquette d'Amérique, qui est une sorte d'anguille. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'au lieu qu'un saumon vienne à taille adulte au bout de 3 ans, il arrive à taille adulte au bout de 18 mois. Donc 2 fois plus rapide d'après la compagnie. La stratégie de la compagnie, c'est de produire les œufs au Canada, sur l'île de Prince-Édouard, de les élever au Panama et de les vendre après pour la consommation humaine sur le marché nord-américain, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Et quand on regarde les installations qui sont en bordure de l'océan, elles même rejettent directement leurs eaux dans l'océan. On n'est jamais à l'abri d'une problématique technique ou humaine qui pourrait en fait relâcher ces œufs-là dans une zone où habite le saumon sauvage. La compagnie nous dit, non, vous inquiétez pas, on a stérilisé ces saumons-là, mais ils sont stérilisés jusqu'à 95%. Et quand on produit des milliers, des dizaines de milliers d'œufs, 5% de saumons qui peuvent se reproduire, ça peut avoir des impacts énormes et à terme, en fait, avoir un déclin des saumons sauvages. La FDA, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, a fini par autoriser sa commercialisation, estimant qu'il était conforme à la réglementation. Les autorités sanitaires canadiennes se sont alignées sur ces conclusions, jugeant qu'il était aussi nourrissant que les autres saumons de l'Atlantique non transgéniques et qu'il n'y avait pas de différence biologique notable entre les deux. Santé Canada, depuis 20 ans, se base sur ce qu'on appelle le principe d'équivalence en substance. Ce qui veut dire qu'un saumon génétiquement modifié ou un saumon non génétiquement modifié, en fait, a plus ou moins le même taux de glucides, de lipides. Et donc, comme il est similaire, il est considéré comme similaire aux yeux de la loi, donc il n'y a pas d'études supplémentaires qui doivent être faites. Donc, il se base uniquement sur les études de l'industrie, qui a un intérêt commercial à le voir apparaître dans nos assiettes. Les experts sont compliqués parce que leur expertise est toujours basée sur l'utilisation des moyens donnés. Donc je peux faire confiance à un expert scientifique, mais seulement dans la mesure où je peux faire confiance aux moyens dont il dispose. Or, dans ces moyens, il y a un facteur primordial, le financement. Sans financement, rien ne se fait dans ce monde. Et si les moyens sont biaisés par le financement, alors la recherche l'est aussi. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de recherche sur les OGM par les organismes publics. Parce que le problème, quand une recherche est conduite par une entreprise privée, c'est que celle-ci en devient propriétaire. Elle obtient un brevet, elle n'est tenue d'informer personne de ce qu'elle découvre, ni de fournir des éléments permettant de vérifier ce qu'elle dit avoir découvert. Et c'est vraiment difficile d'obtenir ces informations. Certains remettent en question les tests auxquels sont soumis les nouveaux produits issus des manipulations génétiques. D'autres, au contraire, dénoncent une trop grande suspicion à l'égard de ces produits.
Qui aurait pu deviner en 1999 qu'il faudrait 25 ans au saumon à croissance rapide pour arriver sur le marché et des dizaines de millions de dollars pour lui faire passer la procédure d'évaluation réglementaire? Pour moi, c'est totalement disproportionné par rapport aux risques potentiels associés à un tel saumon. Et en fait, je suis sûre que dans les élevages conventionnels, on aura profité de ces 25 ans pour développer là aussi des saumons à croissance rapide, et qui, eux, sont fertiles et élevés dans des enclos au milieu de l'océan d'où ils peuvent s'échapper. Et personne ne s'inquiète des conséquences environnementales, alors qu'ils sont si inquiets avec le saumon AquAdvantage. Je pense que la réglementation devrait être proportionnelle au risque et basée sur le produit lui-même, à savoir un poisson à croissance rapide. Y a-t-il oui ou non des risques encourus avec ce type de poisson? Et s'il y en a vraiment, ils concernent tout autant les saumons à croissance rapide de l'élevage conventionnel. Finalement, la FDA a autorisé la commercialisation du saumon transgénique à condition qu'il soit élevé dans des bassins d'éclosion fermés à terre au Panama et au Canada. Il est préparé juste avec du sel de mer et du miel. Il se marie parfaitement avec le vin blanc. Les associations de protection des consommateurs réclament à présent un étiquetage spécial en exception à la règle américaine. Aux États-Unis, lorsqu'on achète un produit, on ne sait pas s'il est génétiquement modifié. Je pense qu'il est fondamental qu'on étiquette les produits qui sont pour partie au moins génétiquement modifiés. Les saumons en question, dans quelles conditions est-ce qu'ils sont élevés? Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? En quoi est-ce qu'ils diffèrent d'un saumon sauvage? Santé Canada vient d'accepter en fait pour la consommation humaine ce saumon génétiquement modifié sans devoir imposer obligatoirement un étiquetage particulier sur ce saumon-là. Pourquoi il n'y a toujours pas d'étiquetage obligatoire pour le saumon, mais en général pour les OGM? On pense qu'au Québec et au Canada, il y a une trop grande pression des lobbyistes et souvent les agences d'inspection d'aliments ou Santé Canada sont malheureusement trop influencées par ces gens-là et non pas par la population qu'ils sont censés écouter. Il y a des consommateurs qui sont prêts à accepter des aliments provenant de la transgénèse et d'autres beaucoup moins. Je dirais que ça dépend de leur niveau d'information, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ce qu'on leur donne à manger. Il faudrait éduquer les consommateurs à la science pour qu'ils soient capables, au moins dans une mesure raisonnable, de comprendre ce que les scientifiques disent quand ils avancent des arguments pour dire qu'il n'y a pas de problème ou qu'il y a un problème. Et ça, c'est très difficile à l'heure actuelle. Parce que notre éducation à la science, elle ne nous permet pas de produire des citoyens suffisamment informés pour intervenir sur ces questions. Et l'Europe dans tout ça? La Commission européenne préconise de développer la recherche sur les animaux génétiquement modifiés pour éviter que d'autres le fassent de façon moins scrupuleuse. Elle envisage d'emblée un label qui permette d'informer le consommateur lorsqu'une manipulation génétique a eu lieu. Le consommateur, ce n'est pas juste pour une question de santé qu'il a le droit de savoir, c'est pour une question globale de est-ce qu'il a envie d'encourager des compagnies de biotechnologie à mettre la main sur notre chaîne alimentaire? Est-ce qu'il a envie que ces compagnies-là puissent jouer avec le vivant et puissent avoir un brevet sur le vivant? C'est tout ça que le consommateur a le droit de savoir afin de faire le choix le plus éclairé. Finalement, le saumon à croissance rapide reste dans la continuité du modèle productiviste classique. Produire plus, plus vite, des animaux formatés pour nos assiettes. Le juteux marché des brevets sur le vivant en bonus. D'une certaine façon, ce saumon AquAdvantage est la énième expression de notre conception industrielle de l'élevage, qui est le vrai problème. D'accord, les consommateurs peuvent être choqués par les OGM, et je le comprends d'un point de vue symbolique. Mais moi, ce qui me choque, c'est d'abord l'aquaculture. Les élevages géants de saumon sont une invention relativement nouvelle, très nuisible à l'environnement. Nous savons que ce n'est pas une bonne solution, mais les gens mangent ces saumons sans problème. Je pense que dans quelques années, certains de ces OGM se seront imposés un peu partout et que cela sera moins intéressant que nous ne l'imaginons maintenant.
J'espère qu'on n'en fabriquera pas tant que ça. Mais je pense que beaucoup de gens les accepteront, du moment qu'ils sont prêts à consommer des aliments industriels transformés. Et donc, pour moi, le saumon AquAdvantage n'est pas horrible ou effrayant parce qu'il a été génétiquement modifié. Il est terrifiant parce qu'il nous maintient sur la voie de l'élevage industriel des poissons, qui nous mène tout simplement dans le mur. Est-ce seulement de la science? Non, ce n'est jamais uniquement de la science. Il faut y ajouter le financement, la motivation, les théories, les attentes, le potentiel pour la commercialisation. Et toutes ces choses en font une réalité d'une complexité qui va bien au-delà de celle des recombinaisons génétiques ou d'un gène introduit dans le corps d'un saumon. Avec la commercialisation du saumon transgénique, le débat est ouvert. Et déjà, la Chine est déterminée à aller encore plus loin pour faire face à un problème inédit, nourrir 1,7 milliard d'habitants qui sont en train d'occidentaliser leur vie et de basculer dans la viande. Quand on dit les Chinois veulent tous manger de la viande, il faut préciser encore quelle viande. Parce que ça fait longtemps que les Chinois mangent du porc et du poulet et du canard, et pas dans la même hiérarchie que nous en plus. Non, c'est de la viande de bœuf dont on parle. Donc les Chinois, ils veulent pas seulement plus manger de viande, ils veulent manger plus de viande de bœuf. Ça, c'est un vrai changement pour eux. Et c'est un changement qui va coûter cher. Si en effet ils veulent tous manger du bœuf demain, ils sont beaucoup. Et ils n'ont pas de bœuf. Pour répondre aux besoins grandissants de bœuf, la Chine s'est lancée dans un projet pharaonique. Une gigantesque usine dans la ville portuaire de Tianjin, à 150 km à l'est de Pékin. Un laboratoire de clonage et une banque de gènes, destinés à produire des animaux domestiques, des chevaux de course, des chiens policiers et des vaches à viande. Interdit en Europe, le clonage est autorisé aux États-Unis, au Japon, en Corée, au Brésil et en Australie. Quelques milliers de bêtes sont nées, mais la technique n'est pas totalement au point. Le coût est pour l'instant prohibitif et les réticences des consommateurs importantes. Si les chercheurs chinois arrivent à leur fin, ils annoncent une production de 100 000 embryons de vaches clonés chaque année, à terme, 1 million. Cela va aider le pays à résoudre ses problèmes avec le bœuf. Historiquement, notre société consomme beaucoup de porc. Mes enfants aujourd'hui et la jeune génération mangent seulement du bœuf. C'est donc un changement radical. L'année dernière, les Chinois ont consommé 6,9 millions de tonnes de bœuf. Qu'est-ce que cela met en perspective? Cela représente environ 10 millions de bovins abattus. Et nous estimons que dans les 10 prochaines années, la consommation chinoise va doubler. Donc, chaque année, nous devrons abattre 10 millions de bœufs en plus. Pour arriver à ce nombre, nous devrions élever 40 millions de têtes pour en abattre 1 sur 4. Donc, pour que le marché se transforme, nous devrions soit importer 40 millions de bœufs, ce qui est impossible, soit importer des vaches reproductrices et les croiser avec nos vaches domestiques. Les vaches chinoises sont destinées à l'agriculture et non à des fins alimentaires. Pour faire une viande séchée, ça va. Cuisiner un ragoût de bœuf avec des pommes de terre, ça peut aller aussi, mais si vous voulez manger un bon steak, non, elles ne sont pas prévues pour ça. Sans cette technologie, il n'y a aucun moyen, absolument aucun, de changer notre marché actuel du bœuf. Le clonage consiste à dupliquer le meilleur animal. L'usine chinoise a donc l'ambition de produire un bœuf premium, dont la qualité ne variera pas.
Nous avons besoin d'une qualité constante, une viande qui soit toujours exactement pareille, bonne. Nous ne voulons pas que cela varie. Nous ne voulons pas qu'une viande ait meilleur goût qu'une autre. Nous voulons éviter cela. En fait, le clonage nous permet de produire une viande de qualité supérieure, uniforme, comme les bananes que nous importons. Elles sont toutes grandes et jaunes, ou les fraises, toutes belles et rouges. Je pense qu'à l'avenir, nous verrons plus d'aliments, non seulement des myrtilles, des fraises ou des bananes, mais aussi de la bonne viande de bœuf, du bon lait de chèvre, tous issus d'animaux ou de plantes clonées. Difficile d'imaginer une telle usine un jour en Europe. Le Parlement européen interdit le clonage d'animaux à des fins d'élevage et d'alimentation, mais aussi toute importation sur le territoire de l'Union européenne, de leurs descendants ou de produits issus de cette technologie. L'Autorité européenne de sécurité des aliments s'inquiète des malformations relevées sur les animaux clonés, avec des conséquences graves, voire fatales. Toute nouvelle technologie effraiera les consommateurs, parce qu'ils ne la connaissent pas. Et cela prend du temps pour qu'ils s'y habituent et apprennent à la connaître. Prenez les ordinateurs. Personne ne pensait qu'ils deviendraient partout si populaires. Et donc, il faut du temps pour qu'une technologie pénètre les esprits. Reste à savoir si la viande issue d'animaux clonés à partir d'un animal à la musculature idéale, mais élevé dans des conditions d'élevage intensif, tiendra vraiment sa promesse. La balle est dans le camp du consommateur. Un consommateur conscient des enjeux planétaires et de l'imaginaire que véhicule l'alimentaire, grâce à la réflexion proposée par les artistes, comme ici, à Dublin, en Irlande. Pour préparer l'avenir de notre alimentation, nous avons autant besoin de poètes, d'artistes, d'experts de l'imagination que de solutions technologiques ou de nouvelles structures politiques et économiques. Voici une confiture qui a été créée en combinant des ingrédients choisis par l'algorithme d'un ordinateur. Ok, c'est parti. C'est pas mal. Dans ce laboratoire itinérant, les consommateurs font l'expérience d'un menu choisi avec des adjectifs. Du nutritif et du naturel, de la pomme à cuire irlandaise, un peu de poussière de champignons, c'est ce qu'il y a de plus cher sur le menu, et du dilisque, qui est un type d'algue cultivé dans le comté de Clare. La révolution alimentaire ne réussira qu'en prenant en compte la beauté, le plaisir, la joie, la célébration de la nourriture comme quelque chose d'essentiel à nos vies, nos cultures et nos communautés. Si nous ne faisons que parler d'efficacité, et c'est tout ce que j'entends dans les discours des scientifiques et des décideurs politiques, ce sera un échec. Il faut prendre très au sérieux le plaisir, le goût et les différences qui existent ici entre les gens. Une approche réductrice serait fatale. Mais il suffirait de prendre ces choses en compte, de les pousser au premier plan pour que redevienne possible le monde de beauté et de diversité que nous méritons.
Nous devons améliorer la chaîne alimentaire tout entière, du début à la fin. Et les outils d'ingénierie génétique font partie de la solution. Nous devons nous intéresser aux produits, revoir nos modes d'élevage, ainsi que la manière dont nous stockons et distribuons la nourriture. Tout cela conduira à cette augmentation globale dont nous avons besoin. Aucun élément pris séparément n'apportera la solution. Le génie génétique étant une partie de ces solutions globales que nous devons développer et mettre en œuvre pour pouvoir continuer à approvisionner la planète. Alors finalement, biotechnologie, micro-fermes, élevage bio, animaux transgéniques, quelle est la meilleure solution pour notre avenir alimentaire? Je pense qu'il faut s'attendre à une sorte de nourriture combinée. Ce qui signifie qu'il y aura des choses qui continueront à être produites à l'échelle industrielle, par exemple le blé pour notre pain, le maïs ou le soja pour nourrir les animaux, le riz aussi. Cela va perdurer. Ça n'a pas de sens de cultiver ces produits sur des parcelles minuscules. Ils doivent être produits à grande échelle. Suivant le même principe, d'autres aliments ne seront plus produits que localement, et certains sur le toit de nos immeubles. Vous pouvez imaginer ce que sera le sandwich du futur, avec du pain qui est préparé avec du blé cultivé industriellement, une fausse mayonnaise qui n'est pas faite à partir d'œufs, mais produite par une start-up qui développe des protéines végétales. Peut-être comprendra-t-il aussi une petite tranche de viande très fine, issue d'une race bovine rare, élevée selon les principes de l'agroécologie, au coin de la rue. Et puis il sera agrémenté de quelques légumes qui seront cultivés dans votre immeuble à partir d'un ordinateur. Je pense que c'est un avenir plus probable que n'importe lequel des extrêmes. Nous pourrons choisir entre tous ces différents ingrédients. Une grande révolution alimentaire est en cours. Mais finalement, l'ingrédient le plus important est bien le consommateur. Qu'il soit suffisamment informé et conscient des enjeux pour faire ses propres choix en toute conscience.